Coucou chère auditrice, ce que tu t'apprêtes à écouter est une version augmentée de mes recommandations de podcast, présentées toutes les 2 semaines dans la Gazette de Galaxy Pop. Augmentée car en plus de ma courte présentation que vous avez peut-être déjà entendue, j'y ajoute des extraits pour illustrer mes propos. Ma Gazette, elle, sera toujours en exclusivité dans la Gazette de Galaxy Pop. Écoutez-la, elle résume très bien l'ensemble des sorties du label et il y a dedans des vrais morceaux de bonne humeur. Et en attendant, bonne écoute des recommandations podcastiques de Chao. Après avoir parlé d'un podcast qui provenait des ondes hertziennes, je vais vous parler de La saveur de la finitude. Un podcast qui, on peut le dire, nous a quittés. Car, il est pas mort, mais il est plus actif. Débuté en 2020, il n'est plus actif depuis 2022. Pour les finir, je vais citer leur propre accroche. La saveur de la finitude, c'est un podcast qui prend l'horreur au sérieux, où psychologues, philosophes, plasticiens et journalistes évoquent ce que la littérature et le cinéma d'horreur nous apprend sur notre rapport au monde. Comme moi, vous vous dites, qu'est-ce que la finitude ? Je vais pas invoquer le philosophe Martin Heidegger pour vous expliquer réellement, mais on va succinctement expliquer quand même. Puis de toute façon, je pense pas être assez précis et juste pour réellement expliquer ce que voulait dire Heidegger. Disons que la finitude, c'est la considération que la mort est en nous, à chaque instant de sa vie, et qu'elle peut nous arriver n'importe quand. Bon, c'est super gai. Et donc, comme l'indique le titre du podcast, ça permet de parler du genre littéraire, culturel, où la mort est réellement omniprésente, tout simplement dans l'horreur. Réunis autour du micro, il y a Guillaume Bachelier, Lucille Bocobza, Jean-Christophe Dardard, Julie Le Baron et Ambroise Garel à la présentation. On parle d'horreur dans le cinéma, séries et livres, et pas vraiment pour parler de ce que montrent les scènes ou même les décrire. C'est plutôt en fait qu'est-ce que l'horreur représente dans la culture et donc évoquer un petit peu le principe philosophique qu'il y a au type d'horreur. Malgré des thèmes qui respirent pas la grande rigolade, je vais citer le vide, le body horror, les tentacules ou encore les zombies. Même s'il y a un épisode aussi, je crois, sur le rire ou la comédie. On passe vraiment du bon temps. C'est un podcast qui parle de philosophie en utilisant des grandes œuvres, que ce soit grand public ou plus intimistes. Et ils citent même des auteurs, disons, classiques. Ça fait vraiment du bien. Et oui, parler de philosophie dans un podcast, même si c'est pour en parler de façon pop culturelle, oui. La fucking kermesse, tu me manques beaucoup. Un jour peut-être que je parlerai de toi. Revenons à la saveur de la finitude. Il y a une chose dans ce podcast, un truc qui n'est pas obligatoire, mais qui rend l'écoute vraiment meilleure. Il y a de superbes voix. Mention spéciale à Ambroise Garel et Lucille Bocobza, parce que lorsque elle fait la lecture de texte, c'est vraiment du miel pour les oreilles. De toute façon, il n'y a malheureusement que 9 épisodes. On sait jamais, encore une fois, comme il n'y a pas eu de fin annoncée, peut-être que ça va revenir. Mais ça fait quand même depuis 2022. Tout ça pour dire que, avec 9 épisodes, vous prenez pas un gros risque en termes de temps de disponibilité de vos oreilles. Donc, vous essayez, si vous détestez, vous oubliez. Si vous aimez, vous vous abonnez. À la prochaine fois. Vous vous apprêtez à écouter La saveur de la finitude.
le podcast qui prend l'horreur au sérieux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de La Saveur de la Finitude, le podcast qui prend l'horreur au sérieux. Avant de commencer un petit tour de table virtuel, parce qu'évidemment les conditions étant ce qu'elles sont, nous avons enregistré ce podcast à distance, et avant même de parler du sujet de ce premier épisode, je ne vais pas commencer par vous dire ce que sera La Saveur de la Finitude, parce que nous-mêmes nous ne le savons pas vraiment, mais par contre je vais pouvoir vous dire ce qu'il ne sera pas. On n'a pas l'intention dans ce podcast, même si évidemment nous allons le faire comme ce sera parfois nécessaire, de parler des œuvres, soit des livres, des films, des jeux vidéo, en tant que telles ou en tant qu'œuvre, parce que déjà beaucoup d'autres personnes le font très bien. Il y a énormément de podcasts, d'émissions sur le cinéma de genre notamment, qui sont de très grande qualité, et avec lesquels on n'a pas la prétention de rivaliser, mais aussi parce que ce qui nous intéresse vraiment, et ce qui est un peu notre hypothèse de travail dans tous les thèmes qu'on va aborder dans cette première saison du podcast, c'est que l'horreur, et l'horreur sous la forme qu'elle prend aujourd'hui, on va dire ce qu'on pourrait appeler l'horreur matérialiste, c'est-à-dire de l'horreur sans dimension surnaturelle, l'horreur telle qu'elle existe depuis Lovecraft, elle dit quelque chose de notre monde, elle dit quelque chose de notre rapport au monde, et c'est ce rapport au monde-là qu'on va essayer d'interroger, c'est-à-dire se demander, justement, s'il n'y a pas là-dedans quelque chose à prendre au sérieux, au-delà du côté littérature de divertissement, qu'il n'est pas question de nier ou de mépriser, pas du tout, mais la littérature d'horreur, la littérature fantastique, c'est une branche de la métaphysique, comme disait Borges, et ça peut être intéressant d'essayer de la prendre au sérieux et de voir ce qu'elle nous révèle de façon parfois pas si métaphorique que ça, en fait. Sur ce, il est temps de commencer ce grand tour de table. Alors, par ordre alphabétique, nous allons commencer. Et pour ce premier épisode, nous avons choisi un sujet qui, sous ses airs de ne pas y toucher, ou peut-être de toucher à tout, parce que c'est un sujet qui agrippe tout ce qu'il touche, comme nous le verrons, est extrêmement riche de sens et va constituer une parfaite introduction. Ce sujet, c'est, vous l'avez peut-être deviné, le tentacule. Donc pourquoi le tentacule ? Alors à la fois pour son caractère de symbole, et même aussi de non-symbole, comme on le verra, parce que le tentacule, c'est un peu l'image d'Épinal aujourd'hui de l'histoire d'horreur. Il a un peu remplacé le crâne, parce que le crâne était dans l'horreur gothique au XIXe siècle, le tentacule l'est aujourd'hui. Dès que vous parlez de Lovecraft, dès que vous parlez d'horreur ou d'abomination, aujourd'hui vous avez le tentacule qui est un symbole utilisé même dans les logos quasiment de tous les jeux de rôle ou les jeux vidéo d'horreur. Mais aussi parce que le tentacule est extrêmement riche de formes et de sens. Et que, de par justement son absence de forme ou sa capacité à prendre des formes extrêmement variées, de par ce qu'il évoque en nous, il est peut-être vraiment le point commun, le point central de presque tous les sujets que nous allons évoquer dans ce podcast, sur la question des limites du langage que pose l'horreur, sur la question du rapport au corps, sur la question du rapport même à la réalité, à la matérialité. Donc nous allons parler du tentacule pendant 1 heure aujourd'hui, et nous allons le faire en bonne compagnie, puisque pour la première lecture de texte, nous serons accompagnés par Victor Hugo et par un extrait des Travailleurs de la mer, un texte de 1866, qui est lu par Lucile Bocobza. Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. La pieuvre n'a pas de masse musculaire, pas de cri menaçant, pas de cuirasse, pas de cornes, pas de dard, pas de pince, pas de queue prenante ou contendante, pas d'aileron tranchant, pas d'aileron onglé, pas d'épines, pas d'épée, pas de décharge électrique, pas de virus, pas de venin, pas de griffes, pas de bec, pas de dents. La pieuvre est de toutes les bêtes la plus formidablement armée. Qu'est-ce que donc la pieuvre ? C'est la ventouse. Une forme grisâtre oscille dans l'eau. C'est gros comme le bras et long d'une demi-aune environ. C'est un chiffon. Cette forme ressemble à un parapluie fermé qui n'aurait pas de manches. Cette loque avance vers vous peu à peu. Soudain, elle s'ouvre. 8 rayons s'écartent brusquement autour d'une face qui a 2 yeux. Ces rayons vivent. Il y a du flamboiement dans leur ondoiement. C'est une sorte de roue, déployée. Elle a 4 ou 5 pieds de diamètre. Épanouissement effroyable. Cela se jette sur vous. L'hydre harponne l'homme. Cette bête s'applique sur sa proie, la recouvre et la noue de ses longues bandes. En dessous, elle est jaunâtre, en dessus, elle est terreuse. Rien ne saurait rendre cette inexplicable nuance poussière. On dirait une bête faite de cendres qui habite l'eau. Elle est arachnéide par la forme et caméléon par la coloration. Irritée, elle devient violette. Chose épouvantable, c'est mou. Ses nœuds garrottes,
Son contact paralyse. Elle a un aspect de scorbut et de gangrène. C'est de la maladie arrangée en monstruosité. Alors c'est un texte qui est complètement dingue, on dirait vraiment du proto-Lovecraft. C'est complètement fou comme texte, c'est pas pour rien qu'il est souvent cité d'ailleurs, on l'a vu pendant nos recherches, souvent cité en référence sur le texte de l'horreur. Et c'est un texte qui est intéressant parce que ça montre quand même une certaine... Bon, on va avoir une sorte de cohérence avec la pieuvre d'aujourd'hui, on pourrait dire. Mais c'est aussi, bon, on va en reparler avec cet élément justement, c'est une absence de forme, c'est mou et c'est horrible. Mais c'est aussi, on trouve aussi des traces d'une idée un peu traditionnelle, parce que la pieuvre a toujours été présente dans beaucoup de mythologies, et parfois de façon assez positive. Et pour en revenir justement sur la question de la perception du corps, parce que contrairement, on avait vu dans le texte de Hansey, que lorsqu'on perçoit un corps monstrueux, ça ne se passe pas la même chose quand on perçoit d'autres types de monstruosités, et je crois que ça peut s'expliquer d'un point de vue psychologique, Margot. Bon, alors c'est bien parce que je suis une cognitiviste devant l'éternel et je vais commencer en citant le concept d'Unheimlich de Freud, donc c'est bien. Mais comment on dit déjà l'inquiétante étrangeté. L'inquiétante étrangeté, voilà. Mais en fait, qui est conceptualisée de manière contemporaine plutôt par la vallée de l'étrange, qui a déjà été citée par Guillaume dans un podcast précédent, donc le Uncanny Valley, ce qu'on appelle en robotique et je suppose en esthétique en général. Et je pense que ça se rapproche beaucoup du texte qui vient d'être lu, au sens où en fait c'est la proximité, proximité, on va dire visuelle, la ressemblance avec l'humain qui crée le sentiment d'étrangeté et l'uncanny en fait. C'est plus on va se rapprocher de ce qui est de ce à quoi ressemble un humain, qu'on va voir ce qui justement ne l'est pas et qui va nous faire ressentir cette espèce de malaise inexplicable, métaphysique par rapport au robot en fait. Et dans le cadre de la robotique, parce que par exemple finalement quelque chose qui rentre dans le cadre de l'Uncanny Valley, quelque chose qui est très 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 familier de nous mais qui est quand même totalement étranger, c'est le cadavre en fait. Le cadavre en lui-même, c'est l'humain, mais il rentre il est dans la vallée dérangeante parce que le cadavre, c'est quand même pas un humain et malgré tout, ça en a toutes les caractéristiques visuelles sans le mouvement. Donc, je trouve ça intéressant dans le concept de la vallée dérangeante en fait, finalement, c'est la proximité visuelle, vraiment cette familiarité qu'on a avec l'être artificiel qui crée le malaise, parce que justement, quand on aura dépassé la vallée dérangeante, si on y arrive, c'est parce que la ressemblance sera tellement frappante qu'on ne la verra plus, alors que là, c'est par des petites choses, je pense, qu'on perçoit l'aspect dérangeant. C'est un truc sur lequel joue beaucoup le cinéma d'horreur, notamment, avec des petites anomalies dans la façon dont les personnages se déplacent, beaucoup l'usage des contorsionnistes, on en parlera peut-être dans l'exorcisme, bien sûr, il y a aussi ça dans... Avec un texte que Lucille avait très envie de lire, oui. Qui est Une charogne de Charles Baudelaire. Une charogne de Charles Baudelaire. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme, ce beau matin d'été si doux, au détour d'un sentier, une charogne infâme sur un lit semé de cailloux. Les jambes en l'air, comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plein d'exhalaisons. Le soleil rayonnait sur cette pourriture, comme afin de la cuire à point, et de rendre au centuple à la grande nature tout ce qu'ensemble elle avait joint. Et le ciel regardait la carcasse superbe comme une fleur s'épanouir. La puanteur était si forte que sur l'herbe, vous crûtes vous évanouir. Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, d'où sortaient de noirs bataillons, de larves qui coulaient comme un épais liquide le long de ces vivants haillons. Tout cela descendait, montait comme une vague, ou s'élançait en pétillant. On eût dit que le corps, enflé d'un souffle vague, vivait en se multipliant. Et ce monde rendait une étrange musique, comme l'eau courante et le vent, ou le grain qu'un vanneur d'un mouvement rythmique agite et tourne dans son vent. Les formes s'effaçaient, n'étaient plus qu'un rêve, une ébauche lente à venir, sur la toile oubliée et que l'artiste achève seulement par le souvenir. Derrière les rochers,
une chienne inquiète, nous regardait d'un œil fâché, épiant le moment de reprendre au squelette le morceau qu'elle avait lâché. Et pourtant, vous serez semblable à cette ordure, à cette horrible infection. Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, vous, mon ange et ma passion. Oui, telle vous serez, ô la reine des grâces, après les derniers sacrements, quand vous irez, sous l'herbe et les floraisons grasses, moisir parmi les ossements. Alors, ô ma beauté, dites à la vermine, qui vous mangera de baisers, que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés. Bon, alors on va pas faire un commentaire de texte, mais c'est toujours bien avec Baudelaire, c'est que alors on est pic dans la représentation, le pic représentation qui nous intéresse vraiment. Ah, mais j'adore typique. ce poème. Ce poème est magnifique et c'est vraiment, en plus, c'est vraiment exactement ce dont on parlait pour la question du Memento Mori et qui est vraiment peut-être le Memento Mori le plus marquant, en tout cas le plus de la période moderne, on va dire, qui est vraiment incroyablement bien écrit, notamment avec l'amour, une scène d'amour bucolique et d'un coup, oui, tu pourriras toi aussi, mon amour. Je trouve que c'est absolument. Mais on dirait qu'il l'emmène dans une valse, enfin je sais pas, c'est trop puissant. Ah oui, c'est vraiment un texte absolument magnifique et. C'est intéressant de noter que l'horreur, en fait, enfin même dans la littérature notamment, ça a très vite fait l'objet de parodies ou de satires, quoi. Et que des auteurs qu'on connaît pour leurs contes horrifiques comme Edgar Allan Poe étaient aussi très très bons pour faire de la satire et de l'humour, quoi. Et Lovecraft a écrit des pastiches. Parce qu'on sait peu, il a Oui, fait c'est des vrai, pastiches de c'est textes vrai. universitaires. Ouais, complètement. Et donc pour la comédie, oui, c'est normal parce que l'horreur ayant des codes, des tropes ultra identifiés, c'est assez facile de les subvertir ensuite. Et l'exemple que tu cites, La cabane dans les bois, est assez brillant là-dessus parce que là, en fait, on a plusieurs personnages qui incarnent un archétype de l'horreur. Donc il va y avoir le jock, la fille facile, etc. Enfin, des tropes un peu éculées d'ailleurs, quoi. Et Volontairement éculées d'ailleurs. Volontairement éculées, ouais, c'est ça. C'est vraiment un genre qui est tellement conscient de lui-même. Enfin, je sais pas s'il y a autant de trucs méta. Enfin, je pense à Scream par exemple et ultra grand public qui jouent sur les codes de l'horreur, partant du principe que les spectateurs connaissent ces codes et donc peuvent jouer avec. La Cité de la Peur. La Cité de la Peur, Ouais, aussi, tout à quelque part. fait. Et c'est vrai qu'il Dead. y a, comme tu dis, quand tu as parlé du public, et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on peut y jouer. Pourquoi ? Parce que quand on va voir une comédie romantique, un film romantique ou une tragédie, bon, il y a aussi des mécanismes dans la tragédie, il y a une attente, il y a une forme comme dans tous les genres, mais c'est pas la même chose. Quand on va voir un film d'horreur, on se dit vraiment, soit un film d'horreur un peu bas du front, genre un slasher, on se dit je vais prendre plaisir à connaître ce dispositif, à être exposé à ce dispositif. Et du coup, c'est très facile de faire une parodie où on va prendre plaisir au démontage du dispositif qu'on était venu... N'en sommes-nous pas tous là, d'être témoins de notre propre décrépitude. Bon, et bien sur ces belles paroles, je vous laisse. Merci. Juste une chose. Oui, vas-y. Donc, on parlait du rire, j'ai pas fait trop de blagues, et justement, c'était ça la blague Oui, c'est vrai. que je voulais faire pour cette T'as pas émission. parlé de Deleuze? C'est vrai? Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai promis un épisode sans Deleuze. Hein. Ok, bon, on fera un épisode sur Deleuze. On fera un épisode sur Titane, faire plaisir à Lucille, et un épisode Et sur là, c'est Deleuze, l'épisode pour faire sans plaisir à- Deleuze. Voilà. Très bien. Et ben Mais on va écoutez, te faire un test PCR pour savoir si t'as encore du Deleuze oui, dans... c'est très inquiétant. Ça. dans les Tu gènes, dois hein, être malade. parce que là, J'en ai sur mes boobs. Oui, c'est vrai que t'as un t-shirt, c'est vrai que t'as un t-shirt Deleuze qui est très impressionnant. Bon, et ben sur ce, sans on image, vous. c'est très bizarre de dire C'est j'ai très, du très Deleuze bizarre, sur mais les c'est bien boobs. parce que du coup, il y a pas l'image, donc ça restera très ambigu. Et ben écoutez, on vous laisse et on vous dit au mois prochain. Et en attendant, bah, écoutez, essayez de conserver votre corps propre en bon état face à la mort et de continuer à rire face à l'absurde et à l'horreur. Oui, À bientôt, salut. 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 Au revoir. Salut.